ministre Elisabeth Borne de mai 2022 à janvier 2024. Puis, vous avez été directeur de cabinet du ministre chargé de la Santé Frédéric Valletoux de février à septembre 2024, avant de devenir chef du pôle santé au cabinet des premiers ministres Michel Barnier et François Bayrou, poste que vous occupez toujours actuellement. Avant de vous céder la parole, je suis tenue de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure, Madame la Présidente. Merci. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Est-ce que vous avez des liens d'intérêt? Aucun lien d'intérêt dans ce dossier. Merci. Alors, je rappelle rapidement pour les internautes que le Sénat a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Cette audition a pour objectif de faire la lumière sur la façon dont ont été gérés au niveau du cabinet du Premier ministre et en interministériel les développements de l'affaire Nestlé Waters, plus particulièrement à partir de votre arrivée au sein du cabinet de la Première ministre, c'est-à-dire à compter de mai 2022. Quand et comment avez-vous pris connaissance pour la première fois du dossier Nestlé Waters, c'est-à-dire de l'utilisation par cette entreprise de traitements illégaux, charbon actif et UV, sur ces eaux minérales naturelles et ces eaux de source dans les Vosges et dans le Gard? Comment expliquez-vous, une fois les traitements au charbon actif et aux UV retirés, que Nestlé Waters fasse de la filtration à 0,2 microns une nécessité pour garantir la sécurité sanitaire de ces eaux minérales naturelles? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez autorisé la filtration à 0,2 microns en février 2023, alors que cette décision paraît en contradiction totale avec les informations dont vous disposiez à l'époque, assimilant la filtration à 0,2 microns à une forme de désinfection? Enfin, que répondez-vous à ceux qui estiment que vous avez rendu un arbitrage biaisé en faveur de Nestlé Waters et que vous avez cédé au lobbying de cette entreprise? Voilà quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur, M. Alexandre Ouizille, va vous interroger. Nous vous proposons de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez successivement vos réflexions en 5 minutes maximum de présentation liminaire. Cela sera suivi d'un temps de questions-réponses, en particulier avec notre rapporteur, puis par les autres membres de la commission. Et enfin, nous pourrons terminer par une dernière batterie de questions-réponses. Je vous remercie. C'est à vous, Monsieur Arcos. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Je souhaite avant toute chose vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer dans le cadre des travaux que votre commission d'enquête mène sur les pratiques industrielles des industriels de l'eau en bouteille et sur la gestion par les pouvoirs publics des risques associés à cette activité. Je m'exprimerai, comme vous avez bien voulu le rappeler, au titre des fonctions de conseiller santé que j'ai exercé au sein du cabinet de la Première ministre donc de mai 2022 à janvier 2024 et au titre des fonctions de directeur ensuite de cabinet du ministre chargé de la Santé de février à septembre 2024. Je vous précise en premier lieu
que je ne suis pas médecin ni expert scientifique du traitement de l'eau et que je m'attacherai donc devant vous à vous présenter le plus fidèlement possible la mission qui a été la mienne en tant que conseiller santé de la Première ministre, chargé à ses côtés et sous l'autorité de la direction de cabinet de veiller à la bonne avancée du travail gouvernemental en matière de santé, de la bonne mise en œuvre des orientations qui sont décidées par la chef du gouvernement et par le président de la République en matière de santé, mais également conseiller chargé de procéder aux arbitrages que nécessite la bonne marche de l'action gouvernementale. Matignon est en effet ce lieu où remontent des demandes d'arbitrage de la part des ministères, que ce soit pour trancher entre des points de vue divergents sur un sujet donné entre plusieurs ministères, que ce soit l'occasion des débats budgétaires, des orientations à adopter sur telle ou telle politique, ou sur tel ou tel projet de loi ou proposition de loi, soit pour fixer, stabiliser une ligne à partir des éléments qui sont discutés entre les ministères, ou comme ce fut le cas dans le dossier qui nous intéresse aujourd'hui. Peut-être pour illustrer ce rôle d'arbitrage que joue Matignon, même si pour vous c'est très familier, je rappellerai quelques chiffres. Chaque année, le secrétariat général du gouvernement évalue à 1400 le nombre de réunions interministérielles, les fameuses RIM. Et pour l'année 2023, 1219 RIM ont été organisées et pas moins de 233 concertations interministérielles dématérialisées, dont on va parler plus tard, et qui sont donc des outils évidemment courants. Pour accomplir cette mission d'arbitrage, et contrairement à ce qu'on parfois on imagine un petit peu quand on connaît moins ces cercles de décision, le cabinet du Premier ministre, il arbitre naturellement pas, je dirais heureusement pas, sur le siège. Concrètement, une réunion interministérielle, elle ne consiste pas à convoquer deux ministères, à entendre les arguments des autres et puis à rendre un jugement de Salomon en décidant qui a gagné et qui a perdu. Chaque question posée, en fonction de sa complexité, en fonction de sa sensibilité, fait l'objet d'un travail interministériel préalable dont Matignon est le garant, et dont le conseiller est le garant. Et pour toutes les questions qui nous sont posées, il nous faut nous assurer, quand on est à Matignon, que le travail interministériel préalable a eu lieu, que les discussions entre les ministères se sont bien déroulées, avant de demander l'arbitrage de Matignon, de manière à ce que cet arbitrage ait le plus de sens possible. Ça, c'est un point vraiment très important, parce qu'il n'y a rien de plus qui nous agace à Matignon quand les ministères arrivent, ne se sont jamais parlé et nous demandent de trancher à leur place. C'est pas comme ça qu'on fabrique une décision, et c'est pas non plus comme ça qu'on a la meilleure décision possible, la moins mauvaise, et surtout après qu'elle est acceptée par les différents ministères. Et c'est donc en toute fin de processus qu'une réunion interministérielle, une RIM, est organisée et qui permet ensuite, on dit, de bleuir la position, c'est-à-dire de fixer la ligne du gouvernement sur un sujet donné. J'ai souhaité rappeler ce processus de manière très simplifiée parce que dans le dossier dont on parle aujourd'hui, c'est exactement cela qui a été suivi à partir d'un dossier qui a été signalé par un ministère, en l'espèce le ministère de l'Industrie. Un travail interministériel approfondi a été engagé pendant plusieurs mois, nous allons, je crois, en reparler en détail, entre le ministère de la Santé et le ministère délégué à la Santé et celui de l'Industrie, Matignon restant strictement dans son rôle, c'est-à-dire un rôle qui ne se substitue pas à l'expertise et au travail des ministères en charge, mais qui veille, encore une fois, à ce que les ministères se parlent et à ce qu'on rende une décision la plus éclairée possible, ici, en l'espèce, en sollicitant à chacune des étapes, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, les avis, les expertises nécessaires, que ce soit en France ou en Europe, en vérifiant également dans cet avis que chacun est bien dans son rôle et ses responsabilités, les agences régionales de santé et les préfets étant les premiers concernés par cette responsabilité que la loi leur attribue en matière de contrôle de la qualité des eaux, et puis in fine qu'on apporte une réponse à la question qui nous est posée. Vous me permettrez, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, peut-être de rentrer dans un niveau de détail un petit peu plus fin quant à la chronologie, qui est vraiment très importante dans ce dossier, également de la présentation des décisions qui ont été prises. Donc, pour ma part, j'ai été informé du dossier, maintenant qu'on appelle comme ça Nestlé Waters, le 13 juillet 2022, par un mail de mon collègue Victor Blonde, conseiller en charge de la consommation et de la concurrence, donc d'un mail informant de l'existence d'une problématique avec l'entreprise Nestlé Waters, sans plus de détails, puisqu'il y avait un sujet également avec leur activité Buitoni et l'activité des eaux. Ce dernier proposait dans son mail, comme il en est vraiment l'usage à Matignon, d'organiser une réunion avec les différents ministères. On est dans un contexte post-élection législative où les équipes se remettent en place. Donc on a plein de nouveaux conseillers, pas très vieux non plus, puisqu'on a 2 mois simplement de recul à Matignon. Donc il organise un point
entre les différents ministères et les différents conseillers en charge à Matignon, donc réunion qui se tient le 21 juillet. Cette réunion, elle permet d'évoquer les différents sujets qui concernent le groupe Nestlé, dont celui de Nestlé Waters, et dans mon souvenir, une réunion qui a vraiment un angle industriel, qui permet donc à tous les participants d'être mis au même niveau. C'est à ce moment-là que j'apprends qu'il y a une affaire, je dirais, assez ancienne, puisqu'elle remonte à 2021, qu'il y a une enquête de la DGCCRF et du Service national des enquêtes qui a été diligentée, et qu'une mission de l'IGAS est également en cours, et que, dernière information à ce moment-là qui nous est partagée, qu'un article 40 est en cours de préparation par l'une des ARS, à savoir l'ARS Grand Est, au motif de fraude. Dès ce premier temps d'échange, donc on s'aperçoit que c'est un dossier qui n'est pas nouveau, qui n'est pas découvert, en tout cas qui est découvert par moi et pour la plupart des participants. Et tout de suite, le point qui est évoqué, c'est qu'il ne s'agit pas d'un dossier de risque sanitaire. Ça sera rappelé, j'y reviendrai à toutes les étapes de la procédure, mais que c'est plutôt un dossier de fraude d'un industriel quant à l'eau qui est vendue dans les bouteilles. À l'issue de cette réunion, donc, le ministère de la Santé nous adressera le rapport IGAS. Vous avez évidemment eu connaissance, qui confirme lui aussi qu'il n'y a pas de risque sanitaire dans ce dossier, qui en revanche a un problème assez majeur de pratique de la part d'industriels, puisque la mission évoque qu'il y a à peu près 30%, en tout cas évalue à 30% le nombre de désignations commerciales qui font l'objet de traitements non conformes, donc un problème assez massif, qu'on a une réglementation qui est floue, on y reviendra sans doute également, et que les pratiques des industriels nécessitent un renforcement des contrôles. Je me permets ici, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, d'insister sur un point qui est vraiment très très important et qui va déterminer la manière dont dont moi je vais prendre ce dossier. C'est que à chaque étape et dans tous les documents qui nous ont été adressés, transcrits, toutes les discussions, et je crois d'ailleurs que ça a été rappelé par les deux directeurs généraux de la santé sous serment devant votre commission, à aucun moment il n'a été question dans ce dossier d'un sujet sanitaire au sens où la santé des consommateurs aurait pu être mise en danger. Et presque même bien au contraire, si je reprends les éléments de la Direction générale de la santé, puisque la grande filtration a même pour effet de renforcer la sécurité sanitaire des eaux. En revanche, elle ne correspond pas à ce qui est vendu in fine aux consommateurs. Pour autant, donc, on a toujours veillé, et c'est même quelque chose moi que j'avais presque ritualisé, le mot est sans doute un petit peu excessif, mais en tout cas, à chacune des réunions qu'on a pu avoir, la première question que je reposais, c'était: on est bien d'accord qu'il n'y a pas de sujet santé des consommateurs, et systématiquement, ça apparaît d'ailleurs dans les notes, ce point était confirmé. L'enjeu donc de tout le travail interministériel était donc de mettre fin sans délai à ces fraudes, d'une part, de définir une position stable et transparente en dépit de l'absence de réglementation sur ce niveau de filtration, mais aussi à renforcer évidemment les règles et le contrôle de l'État. Je reviens donc sur la chronologie. Un autre mail donc est adressé tout début août, toujours par mon collègue qui est en charge de la consommation et de la concurrence. Il écrit directement au cabinet du ministre de la Santé, en me mettant en copie, comme le veut l'usage, en leur partageant les points qu'il a pu discuter, lui, avec l'entreprise Nestlé, et en prévision, puisqu'il avait entendu dire de la part de l'entreprise que l'entreprise avait sollicité un rendez-vous auprès du ministère de la Santé, et donc mon collègue, très logiquement, lui relatait, je dirais, la teneur des échanges. Ensuite, le 2 septembre, cette fois-ci, toujours mon collègue me convie à une rencontre avec les représentants de Nestlé. Il me dit qu'il a été sollicité par Nestlé Waters, me dit ce serait bien que tu en sois, chose que évidemment j'accepte comme le veut, je dirais, l'usage à Matignon, de rencontrer les entreprises avec lesquelles il y a un dossier, un sujet, une problématique qui est posée. Et en prévision de ce rendez-vous, j'adresse moi-même un mail au cabinet de la ministre de l'Organisation territoriale et des professions de santé, ministre délégué, pour lui demander qu'un point me soit remonté afin que je sois bien informé de la situation, en tout cas un peu plus que les premières réunions que j'avais pu avoir. Ce rendez-vous avec les dirigeants et les conseils en communication de Nestlé se tient le 29 septembre 2022, en présence de mon collègue et de moi-même. Et pour ma part, ce sera la seule fois que je rencontrerai ces acteurs ayant par la suite, je tiens à le préciser, refusé à plusieurs reprises de répondre à leurs sollicitations. Ils me demanderont à nouveau des rencontres, à la fois en tant que conseiller santé de la Première ministre, mais également en tant que directeur de cabinet. Il me semble à 2 reprises. J'ai un petit doute sur un 3e, et 2 reprises, j'en suis sûr. J'ai les mails par ailleurs. Je refuse de les rencontrer, je le précise aussi, d'une part parce que je considère avoir déjà fait mon travail, c'est-à-dire d'avoir entendu les arguments d'une entreprise une première fois,
D'autre part, également parce qu'il y a une procédure article 40 qui est en cours, des arbitrages qui seront rendus en février 2023. Et par ailleurs, il ne me semble également pas opportun de les recevoir parce que je ne souhaite pas donner l'habitude à cette entreprise de bypasser les différents responsables, les responsables locaux en premier lieu, ensuite les responsables ministériels, et d'avoir une habitude de travailler avec Matignon. Très honnêtement, entre vous, c'est souvent d'ailleurs la tendance. Les différents, que ce soit les fédérations par ailleurs, les différents acteurs, les syndicats et les entreprises préfèrent toujours essayer d'avoir le rendez-vous le plus haut possible en disant que c'est là que se prend la décision, méconnaissant vraiment le travail interministériel. Sur cette réunion du 29 septembre, j'y reviens, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, on écoute la présentation du dossier par l'industriel. Dans mon souvenir, il nous remet un papier présentant le plan de transformation, présentant également leur analyse de la microfiltration, nous confirme à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un traitement mis en place à des fins technologiques, nous présente également qu'ils vont retirer sans délai les traitements illégaux, filtres et UV, et on les écoute. Ils nous demandent également où en est la mission IGAS, et là j'ai un souvenir vraiment très précis. On ne leur évidemment donne aucune information, on prend acte. Rendez-vous assez, comment dirais-je, pas convivial du tout, puisqu'on a, nous, quand même une réelle insatisfaction sur le fait qu'on a une entreprise qui n'a pas joué le jeu précédemment de la transparence et qui, effectivement, certes, a avoué des contrôles frauduleux, mais qui n'a pas... en tout cas, on ne peut pas considérer qu'on puisse les remercier, je dirais, de leur action. Ils nous indiquent également à ce moment-là avoir changé de conseil. On leur dit qu'on n'est pas satisfait, y compris de la manière dont la communication a pu se passer, et ils nous disent qu'ils ont changé de conseil en communication et que maintenant les choses vont vraiment beaucoup mieux aller et qu'ils sont repartis sur une méthode de transparence. Voilà, la réunion s'arrête là. En tout cas, pour ma part, je ne les rencontrerai plus. Les cabinets santé et industrie nous adressent à cette occasion-là, en préalable, la veille, je crois, une note conjointe des deux cabinets, santé et industrie, dans laquelle un point détaillé donc, nous est présenté, de l'historique du dossier, les différents éléments en présence, pour qu'on comprenne, parce que c'est quand même des sujets un peu techniques, même très techniques. Et dans cette note, il est à nouveau rappelé qu'il ne s'agit pas d'un dossier mettant en jeu la sécurité des consommateurs. Et je demande pour ma part, j'ai un souvenir très précis, il y a des préconisations qui sont faites dans cette note, notamment sur le niveau de filtrage, à 0,2. Et je me souviens demander explicitement à la direction, au cabinet de la ministre déléguée, si ces préconisations ont bien été vues par les autorités de santé. Il m'est confirmé qu'effectivement, c'est vu par la DGS, la Direction Générale de la Santé. Alors, une semaine après, quelques jours après, le 2 octobre, je reçois une nouvelle note, cette fois-ci exclusivement du cabinet santé, qui évolue assez fortement dans ses recommandations, puisque le niveau de filtration recommandé, proposé, n'est plus de 0,2, mais cette fois-ci de 0,8. Je partage immédiatement cette note à mon collègue conseiller en charge de la consommation et de la concurrence, et nous décidons tous deux de tenir compte de cette nouvelle position dans la note que nous avions décidé de faire remonter, comme on veut encore une fois l'usage du travail à Matignon, au directeur de cabinet, pour l'informer de ce dossier. Il avait déjà été dans les différents comptes rendus qui avaient été faits par mon collègue à Matignon, les comptes rendus hebdomadaires. Et donc de préparer, de proposer un note qui avait pour objectif, 1, d'informer, et 2, de proposer une ligne de conduite sur ce dossier. Cette note, elle propose 4 axes en termes de ligne de conduite. Je me permets ici de les rappeler. Premier axe, on proposait de demander à l'industriel de fournir sous un mois aux ARS toutes les données qui leur permettent d'évaluer l'effet des mesures mises en place, et notamment le filtrage qu'ils appliquaient, puisque c'est une responsabilité qui incombe à l'industriel. 2, de rappeler à la Nestlé la nécessité de cesser sans délai tous les traitements interdits. Troisième élément, de solliciter, une fois que les contrôles auront pu être menés localement par les ARS, l'avis des ARS et des préfets quant aux éventuelles dérogations qu'ils souhaiteraient et qu'ils pourraient accorder, dès lors qu'il est constaté qu'il n'y a pas de changement du microbisme de l'eau. Et puis, en termes de méthode, on propose également de demander à l'industriel de travailler directement et en transparence avec les autorités locales et avec les cabinets. Dit autrement, on voit bien à ce moment-là avec mon collègue
qu'il ne faut pas que s'installe de la part de l'industriel l'habitude de directement travailler avec nous à Matignon, puisque, je le rappelle, nous ne sommes pas les experts du dossier, l'expertise se situe dans les ministères. J'avance un peu dans la chronologie. Le 13 octobre, on a un retour de cette note du directeur de cabinet qui valide ces 4 préconisations et qui en rajoute une en demandant que nous sensibilisions particulièrement les préfets et les ARS sur la grande sensibilité du dossier, arbitrage que je vais répercuter au cabinet santé dans un mail du jour même, du 13 octobre, en insistant évidemment sur les 5 points que je viens d'évoquer. Et là, donc, on indique également en termes de méthode au cabinet qu'il leur appartient maintenant de reprendre totalement la main sur ce dossier, donc il ne peut pas relever de la compétence et des prérogatives de Matignon. Et j'ajoute enfin que je demande également à ce que l'IGAS soit bien tenu au courant de toutes ces avancées, puisqu'ils ont eu, eux, accumulé de l'expertise technique. Donc je souhaite que l'IGAS soit mis au courant de tout ce qui est fait dans ce dossier. Le 1er décembre, j'organise donc toujours avec mon collègue en charge de la consommation une nouvelle réunion de suivi, cette fois-ci. À nouveau, on me remonte une note par le cabinet industrie qui présente un point sur les actions à engager, donc tous les 5 points qu'on avait demandés, qui évoque une saisine de l'ANSES et qui mentionne également une contamination à l'eau à la source épars que l'industriel sécuriserait par une microfiltration à 0,2, qui fait l'objet d'une demande de dérogation. Je reçois parallèlement également une note du cabinet santé, mais qui est qualifiée par la direction de cabinet comme non définitive, la direction de cabinet souhaitant s'assurer au préalable, m'écrit-on, de vérifier certains points techniques avec l'ANSES et avec la DGS. Pendant cette réunion, qu'est-ce qu'on constate avec mon collègue? C'est que les ministères travaillent ensemble, vraiment main dans la main, qu'ils échangent, je dirais, presque en permanence. Encore une fois, ce n'est pas le seul dossier dont on va s'occuper, loin de là, mais en tout cas que le travail est fait avec sérieux, que tous les acteurs sont associés, que systématiquement les différents avis scientifiques vont être sollicités. Et il apparaît également qu'il y a une question qui apparaît, c'est de leur part, donnez-nous une doctrine sur le sujet de la microfiltration, puisqu'on a un flou juridique sur les pratiques entre 0,2 et 0,8. 28 janvier 2023, j'ai bientôt terminé, une nouvelle note qui m'est adressée par le cabinet santé, accompagnée de l'avis de l'ANSES. C'est une réunion qui sollicite une réunion de travail à Matignon pour définir la ligne quant aux pratiques de microfiltration. L'avis de l'ANSES n'apportant pas de nouveaux éléments, rappelant en revanche l'avis de l'AFSAPS de 2001, et on y reviendra sans doute, et qui évoque également dans cet avis le cas espagnol d'une filtration à 0,4. On organise donc la réunion de travail, nous sommes le 17 février, la veille. Je reçois de la part donc, du cabinet de la ministre déléguée un message m'indiquant on a toujours eu d'excellentes relations, en tout cas une relation extrêmement fluide et toujours très transparente, je tiens vraiment à le souligner. La direction du cabinet m'écrit donc la veille de cette réunion après échange avec la DGS et donc la Direction générale de la santé et la direction des affaires juridiques, le cabinet chargé de la santé proposera la position suivante en réunion, donc elle me prévient de la position qui sera la leur. Une position qui est en 4 points. Première position, donc, c'est de saisir l'EFSA pour demander une clarification sur les seuils européennes, sur les seuils de microfiltration. Le deuxième point, c'est que dans l'attente, le cabinet proposera de maintenir l'autorisation de fait de la microfiltration en dessous de 0,8. Troisième point, de mettre en place immédiatement une surveillance renforcée en amont et en aval pour garantir la sécurité des eaux, sanitaire des eaux. Et puis, quatrième point, de cesser l'exploitation de l'émergence EPAR-ESAR jusqu'à recouvrement de la qualité de l'eau. On discute de ces points lors de la réunion donc, du 17 février. Un consensus entre les deux cabinets. Un compte-rendu est fait de cette réunion par le cabinet du ministre délégué, de la ministre déléguée à la Santé, sur lequel les cabinets échangent. Les différents amendements des uns et des autres sont pris, mais qui ne changent pas la nature de cette position. Et en fin de réunion, qui était une réunion dite informelle, hors la présence du secrétariat général du gouvernement, les deux cabinets nous disent il faut qu'on fixe cette ligne, donc on vous demande de bleuir, donc de prendre une décision qui va nous permettre effectivement de fixer la doctrine du gouvernement en la matière. Ce que nous ferons donc en demandant l'organisation d'une concertation interministérielle dématérialisée qui sera donc lancée pendant 2 jours par le secrétariat général du gouvernement. Je me permets ici quand même de souligner, contrairement à ce que j'ai parfois pu lire dans certains articles de presse, laissant entendre que la CID était l'outil caché qui permettait vraiment d'avancer à bas bruit, etc. Bon, alors pour un outil caché, je vous assure qu'il y a mieux qu'une CID, puisque les concertations est envoyées à la totalité des ministères, et surtout, et c'est aussi l'intérêt d'une CID, toutes les positions des ministères sont reçues par écrit,
tracé, et c'est ensuite que le cabinet du Premier ministre valide les éventuelles divergences. En l'espèce, il n'y aura pas de divergence. Le cabinet santé demande quelques amendements de forme qui sont validés par le ministère de l'Industrie, et donc nous, dans la foulée, on valide intégralement la position convergente des deux cabinets. Qu'est-ce que dit ce bleu? Là aussi, on a pu lire beaucoup de choses. Il demande le retrait des traitements interdits. Il rappelle ce retrait des traitements interdits, aucune tolérance. Il demande la mise en œuvre de plans de surveillance renforcés en amont et en aval. Et puis, il autorise les autorités compétentes à maintenir la microfiltration. Madame la Présidente, vous avez évoqué qu'on a autorisé la microfiltration à 0,2. Ça me permet de dire que ce n'est pas exact. Nous avons autorisé une microfiltration en dessous. En tout cas, on a autorisé les autorités compétentes, ARS et préfets, à aller en dessous de 0,8. Et puis ensuite, par là même, je vais, pour ma part, saisir donc le secrétaire général des Affaires européennes pour avoir une clarification européenne de la réglementation, ce qui sera fait à plusieurs reprises, mais malheureusement la Commission européenne indiquant aux instances du SGAE que ce n'était pas dans leur priorité de réviser les règles et que les États membres avaient tout loisir, même si j'aurai connaissance plus tard, pas au moment où j'évoque dans la chronologie ce dossier, que plusieurs États membres se posent la même question et que c'est très difficile d'avoir un partage, chaque État membre étant assez jaloux des pratiques industrielles. On a connaissance de la pratique espagnole, je l'ai évoqué puisqu'elle est officielle à 0,4. Il nous est évoqué, mais là aussi par oral, que les Anglais filtrent plus bas, 0,1, que les Croates sont à 0,2, donc on sent qu'il y a quelque chose, et plusieurs États membres en tout cas demandent cette clarification. Nous ne sommes pas les seuls. Dernier point de chronologie, j'en ai terminé. J'aurai à connaître à nouveau de ce dossier en 2024. Donc ensuite, je n'entends plus parler de ce dossier. La ligne a été fixée, les autorités font leur travail. J'ai à connaître de ce dossier en printemps 2024 en tant que directeur de cabinet donc, du ministre chargé de la Santé, mais seulement sous l'angle communication, puisqu'on doit répondre à une sollicitation du cabinet industrie qui nous demande de valider des éléments de réponse suite à la demande de 2 journalistes d'avoir accès à un certain nombre de documents. Et je refuse à nouveau une demande de rencontre avec Nestlé Water. J'ai d'ailleurs un échange avec le directeur général de la Santé. On convient tous les deux qu'il n'est pas du tout opportun de les rencontrer. Et puis, enfin, je valide les réponses de mon ministre aux questions au gouvernement suite à l'apparition des premiers articles. Et ensuite, donc, le dossier va être suivi par mon conseiller sanitaire au sein du cabinet, ainsi que par mon directeur adjoint de cabinet, sans jamais aucune remontée de ce dossier. En conclusion, je souhaiterais insister sur plusieurs points importants, sur 3 points importants. Le premier, c'est que, contrairement là encore une fois à certaines insinuations parfois lues dans la presse, qui ne sont jamais très agréables, à aucun moment, et je rappelle ici devant vous que je témoigne sous serment, à aucun moment, je n'ai subi la moindre pression, ni la moindre intervention dans ce dossier. Jamais de personne. Le deuxième point, j'ai au contraire vu se dérouler entre les ministères un travail intelligent et de qualité, toujours soucieux face au flou de la réglementation, face à un problème complexe, très technique, de trouver un chemin qui permette de garantir, de concilier des intérêts en présence entre la sécurité des consommateurs, de renforcer les contrôles, d'améliorer la coordination de l'action de l'État, et puis d'obtenir des clarifications européennes. Et puis j'ai enfin, à titre personnel, veillé, je crois, en tout cas, tous les éléments en votre possession en attestent, à ce que le travail interministériel prenne systématiquement en compte les différentes dimensions de ce dossier, que l'avis des autorités sanitaires soit requis systématiquement, je m'en suis même personnellement assuré, et puis fait en sorte que les décisions soient prises en transparence, CID, les notes, les comptes rendus, tout a été toujours partagé, et puis d'un commun accord, puisque là encore, les ministères ont travaillé en bonne intelligence et ont décidé à la fin ensemble, sans qu'aucun n'ait le sentiment de l'avoir emporté sur l'autre. C'est aussi une des garanties que la décision ne laisse pas de mauvaises traces. Je me remercie de votre attention, je m'excuse d'avoir été un petit peu trop long et d'être rentré dans le détail de la chronologie, et je me tiens naturellement à présent à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie, Monsieur Darcos, c'était très intéressant. Cette chronologie nous a pas mal éclairé. D'ailleurs, je vous demanderai, si vous le voulez bien, de nous transmettre votre document. Ça nous permettra également de confronter avec ce que nous disposons. Je vais donner la parole à Monsieur le rapporteur, qui va vous poser quelques questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Arcos, pour votre exposé initial. Peut-être une question de Béotien pour commencer du travail au niveau de Matignon. Quelle est la différence entre une RIM et une CID, est-ce que juste vous pouvez m'expliquer ce que c'est que... Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante qu'une autre? Est-ce que c'est juste les moyens de fonctionner? Est-ce que vous pouvez juste me dire un mot de ça, s'il vous plaît?
Merci, monsieur le rapporteur, de cette question, parce qu'il y a effectivement parfois beaucoup de fantasmes, si vous me permettez le terme, à travers ces réunions. Matignon, il y a deux outils principaux d'arbitrage. Il y a ce qu'on appelle une réunion interministérielle qui, globalement, qui, pour faire très simple, est une réunion physique. On organise à Matignon, en présence d'un représentant du secrétariat général du gouvernement, une réunion entre les différents ministères dans laquelle il y a une discussion. Il y a ensuite une décision qui est prise en conclusion de la réunion, et cette discussion ensuite fait l'objet d'un compte-rendu par la personne du secrétariat général du gouvernement et qui prend la forme d'un bleu. Pour là aussi, les personnes qui peuvent nous écouter, un bleu, c'est la couleur du papier en fait, qui était utilisé avant l'informatique et qui donne l'outil. La CID, c'est autre chose. La CID, c'est autre chose. C'est la même chose, mais différemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas réunir physiquement les ministères en présence, on va leur poser une question, on va envoyer un document, par exemple, à valider, c'est ce qui est le cas en l'espèce, et on leur laisse un temps variable en fonction des questions. En général, ça peut être quelques heures. Là, on avait laissé 2 jours parce que le sujet était quand même assez important, en tout cas pas anodin dès lors qu'on parle de la question des eaux. Et puis, les directeurs de cabinet doivent répondre officiellement au secrétaire général du gouvernement en disant « voici la position du ministère sur tel sujet donné », donc tout est tracé. Et ensuite, même chose, les conseillers valident ou ne valident pas ou tranchent les points de divergence. Donc c'est essentiellement la manière, je dirais, de se réunir. La CID, je dirais, elle est encore plus tracée qu'une rime, puisque là, vous avez la totalité de chaque virgule. Et vous choisissez l'une ou l'autre, c'est quoi? Tout à fait. Mais c'est comment le choix s'opère? C'est quand vous voulez une trace écrite, vous prenez une CID, et quand vous voulez, quand vous considérez que vous n'en avez pas besoin, vous faites une rime, ou est-ce que qu'est-ce qui préside à une décision de cette nature? L'outil le plus courant, les chiffres que j'ai évoqués, c'est la rime, puisqu'en fait, c'est une réunion, voilà, une rime qui se donne lieu à la fin à une traçabilité. Une CID, en fait, c'est en général quand on a un document qui a déjà été discuté qu'on fait valider. Je me permets de prendre un récent exemple dont je me suis occupé pour le comité interministériel du handicap. On a eu plusieurs rimes, 5 rimes officielles entre les ministères, et à la fin des fins, on avait un tableau des mesures annoncées en matière de handicap. On diffuse ce document qui pour nous était fidèle à tous les ministères, et puis chacun modifie ses parties, dit moi je suis pas d'accord avec ça, etc., etc. Ça a l'avantage de tracer les positions de chaque ministère, donc c'est plus rassurant pour les ministères. D'accord. Alors ma deuxième question, c'est comment on fait ou pas le choix de la remontée à l'autorité politique et à l'arbitrage politique, puisque ce que j'entends dans ce que vous dites, ce qui peut être surprenant pour nous parlementaires, c'est qu'en fait, c'est les conseillers qui traitent la question et qu'à aucun moment, en tout cas c'est ce que j'entends et à votre connaissance, et je voudrais bien une précision là-dessus, à aucun moment, finalement, il y a une décision politique qui est prise dans ce dossier. Est-ce que vous me le confirmez? Oui, je vous le confirme, monsieur le rapporteur, il n'y a pas de décision politique dans ce dossier. Alors, je me permets juste, parce que du coup, très bien pour cette réponse-là, mais pour vous expliquer, pour que vous puissiez aussi expliquer ma surprise, on est dans une situation où il y a eu une fraude massive aux consommateurs. Cette fraude massive, la décision que vous allez prendre, elle va permettre de la faire perdurer, puisque il y a tout un temps dans le plan de transformation, vous le savez, qui est écrit, qui est mentionné dans la rime, où cette fraude aux consommateurs va durer. Donc nous on est en train d'essayer de faire les calculs, on parle de millions de mètres cubes qui sont vendus aux gens, qui pensent acheter de l'eau minérale naturelle, qui n'a pas le caractère naturel. Donc oui, il y a une fraude aux consommateurs qui existe. Et à aucun moment, cette fraude massive aux consommateurs, elle donne lieu à le politique est même, si je vous suis, si je vous écoute, est même questionné sur qu'est-ce qu'on fait de ça en fait. Est-ce qu'on laisse les choses se perpétrer? Est-ce qu'on fait une communication publique pour au moins informer? Enfin, à aucun moment vous vous posez cette question? Voilà, j'aimerais avoir votre regard là-dessus. Alors, sur tous ces éléments, monsieur le rapporteur, donc plusieurs points. Premier élément, le politique est informé, mais là je vais parler d'une période que je n'ai pas connue, au moment de la manifestation, je dirais, au moment où l'industriel se manifeste au niveau du ministère de l'Industrie, il en est forcément informé puisqu'il y a une enquête nationale de la DGCCRF d'une part, et il y a surtout une saisine de l'IGAS qui est systématiquement faite par les ministres. Ce n'est pas les conseillers qui saisissent l'IGAS. Donc à ce moment-là, le politique a connaissance des faits et il y a une enquête qui est en cours, etc. Ensuite, deuxième élément, vous redire évidemment qu'en tout cas pour ce qui me concerne, à aucun moment la Première ministre n'a été mise au courant. Je reviendrai pourquoi on a estimé, en tout cas nous à notre niveau, qu'il ne fallait pas, que c'était pas un dossier qui nécessitait à remonter. En revanche, il nous apparaît nécessaire de prévenir notre direction de cabinet sur les différents dossiers. Pour répondre à votre question, parce qu'elle me paraît vraiment tout à fait essentielle, c'est qu'est-ce qui fait qu'on remonte ou pas un dossier et quelle est la granularité.
Évidemment, aujourd'hui, avec l'ampleur, et votre commission d'enquête en témoigne de ce dossier, je comprends que quelqu'un qui rentre dans le dossier en disant mais enfin, ils ont mal fait leur travail, on a peut-être mal fait notre travail. J'en ai vraiment pas le sentiment, encore plus en me replongeant dans le dossier, même si tout peut toujours être mieux fait sans aucun doute. Le point qui fait qu'on remonte un dossier, c'est de quoi on parle. Donc on parle de quelque chose qui a été vu par des premiers ministres à partir de 2021, enfin par des premiers ministres, des ministres en premier, pardon, plutôt premier ministre, excusez-moi. Deuxième élément, donc un rapport IGAS qui est en cours, une enquête de la DGCCRF, mais surtout on parle de l'absence de risque sanitaire. Évidemment, s'il y avait eu un sujet sanitaire, c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point. Alors là, il n'y a pas de débat. Déjà, on n'aurait pas pris ces décisions. Évidemment, le sujet serait immédiatement remonté. Et on parle surtout en fait de ministères qui sont d'accord entre eux, qui n'affichent pas de différence ou d'opposition. Et par ailleurs, à aucun moment, effectivement, quand est-ce que le sujet remonte et prend un caractère politique, c'est si les ministres, ça arrive tous les jours, font remonter eux-mêmes le sujet en disant voilà, je ne suis pas à l'aise du tout avec tel sujet. Ça arrive très honnêtement tous les jours. Ça, c'est la vie de Matignon, les charmes, les bons jours et de Matignon sur la manière de travailler. Donc en fait, nous, on prévient notre autorité, notre directeur de cabinet. On l'informe du sujet, qui est un sujet effectivement de fraude, vous avez raison, de position, etc. On a une validation et effectivement, après, on va dérouler le dossier dès lors qu'il n'y a pas de désaccord entre les cabinets. Dès lors que ce n'est pas un dossier, aujourd'hui c'est différent encore une fois dans la manière dont on le regarde, mais au départ, ce n'est pas un dossier national. Au sens où on n'a pas on parle d'un industriel sur deux sites, d'abord surtout sur un, et puis ensuite au fil des discussions à Vergès, d'abord donc Grand Est et puis ensuite Vergès, et encore une fois pas de dommages aux consommateurs. Donc effectivement, enfin pas de dommages sanitaires aux consommateurs sur la question de la fraude. En revanche, le point que vous soulignez, on peut difficilement évidemment le contester. Donc c'est ça en fait qui fait qu'on remonte pas. En général, on remonte à notre autorité politique quand il y a une différence vraiment entre les ministères, pour là avoir une confirmation de l'arbitrage. D'accord, donc j'entends deux choses. Un, que vous considérez que votre devoir n'appelait pas d'informer la ministre que allaient être poursuivies des irrégularités qui allaient faire que des consommateurs par milliers, par millions dans ce pays pendant plus d'un an, le temps que les traitements soient enlevés, illégaux soient enlevés. Votre devoir n'appelait pas d'informer l'autorité politique de ce fait-là, parce que vous considérez, donc premièrement, deuxièmement, parce que vous considérez que c'était aux ministres, si j'entends ce que vous dites, s'ils le considéraient utile, de le remonter eux-mêmes par les différents canaux qui étaient là. Alors, nous allons auditionner les ministres, c'est pour ça que je vous pose cette question. Vous considérez que c'était du ressort des ministres d'évaluer, mais pas du vôtre, alors même quand même que vous prenez la décision finale, le point final. Vous voyez, voilà, vous êtes finalement au bord de ça. Est-ce que ce que je dis vous semble conforme à ce que vous venez de dire? Non, pas tout à fait. Alors, je ne pourrais pas formuler comme ça, oui. Monsieur le rapporteur. Mais est-ce que vous êtes d'accord que pendant des mois et des années, la fraude s'est perpétuée au détriment du consommateur et que ça a été blanchi, ou en tout cas validé, dans ce bleu, puisque ce bleu prévoit un plan de transformation qui va mettre du temps à se mettre en œuvre. On sait que l'industriel lui-même, après, a proposé d'autres solutions, qui étaient le déclassement des eaux, solutions qui n'ont jamais été envisagées, d'ailleurs, par les ministères Industrie ou Santé au moment où vous avez l'arbitrage à rendre. Est-ce que vous me confirmez bien que la fraude s'est perpétuée? Alors, moi, ce que je vous confirmerai, monsieur le rapporteur, c'est j'ai pas cette lecture pour ma part du dossier. Le but du bleu, il n'est pas de continuer à valider une fraude. Mais dans les faits, c'est ce qui se passe. Dans les faits, ce qui se passe, c'est que... Pendant des mois encore, de l'eau va être vendue avec des traitements illégaux. Et surtout, ce bleu, il dit quoi? Il dit arrêt immédiat de tous les traitements irréguliers. C'était déjà par ailleurs le cas, les autorités compétentes ne nous avaient pas entendu, mais on le rappelle. Renforcement systématique des contrôles, et c'est ce qui sera fait également. On voit un développement du nombre de contrôles sur site, mise en place de contrôles amont-aval, interrogation des autorités européennes. Ce que dit ce bleu, en fait, il permet, face à une problématique non acceptable, sinon il n'y aurait pas eu tout ce travail interministériel, il n'y aurait pas non plus votre commission d'enquête, là-dessus tout le monde s'accorde, d'y mettre fin et d'accompagner le plus vite possible un retour à la normale et une fin effectivement de ces pratiques le plus rapidement possible. Après on parle d'un outil industriel, donc effectivement je pense qu'on est face à ce dossier, c'est pour ça qu'aussi il remonte à Matignon, face à des intérêts qui sont différents, face à un industriel
qui nous dit voilà, j'ai fauté, enfin qui a dit dès 2021 sur des précédents gouvernements, j'ai fauté, etc., je me mets au carré, face aussi à une analyse divergente. Nous, le point qui est dit, parce que je rappellerai quand même un point important, c'est que l'autorisation qui est donnée, enfin ça me paraît vraiment central, c'est pour ça que je ne suis pas en accord dans la manière dont vous retracez le dossier, c'est qu'on ne met pas à la fraude, c'est qu'on ne dit pas continuez la fraude. Dans la mesure où la microfiltration, elle est autorisée, si et seulement si elle ne modifie pas les caractéristiques microbiques de l'eau. Alors je pose ma question à l'envers. Et ça appartient à l'industrie de le montrer. Donc il n'y a pas de dire continuer, il y a au contraire arrêter immédiatement vos traitements frauduleux. Et deux, oui, on peut aller plus bas si et seulement si, ça c'est la loi qui le dit, le bleu ne pourrait pas le contredire, il n'a pas cette valeur de contredire la loi, si et seulement si, il n'y a pas de modification des caractéristiques. Donc ça me paraît vraiment important. Deux éléments. La première chose, c'est que vous aviez en effet écrit à l'industriel et au service qu'il fallait qu'ils démontrent sur un mois, ils ne l'ont jamais démontré, ça ne vous a jamais empêché de prendre cette décision. Premier point. Deuxième élément, moi qui me surprend, c'est que vous avez un outil simple, que la force revienne à la loi, que tout soit remis dans l'ordre en l'instant. C'est le déclassement des eaux. C'est-à-dire ce qui a été ensuite d'ailleurs mis en place par Perrier, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maisons Perrier sur les endroits où il y avait un problème. Qu'est-ce qui fait que, pour que le consommateur ne soit plus lésé, l'État ne prend pas à ce moment-là, l'avez-vous même envisagé, la décision de dire vous n'êtes plus de l'eau minérale naturelle, vous êtes de l'eau de boisson, et il en va ainsi, et par conséquent, tout le monde est rétabli dans ses droits, quelque part, et la transparence peut être faite. Qu'est-ce qui fait que cette décision-là, est-ce que personne ne vous la propose à ce moment-là? Enfin, expliquez-moi comment cette décision-là, cette possibilité-là, qui, honnêtement, moi, assez rapidement dans l'enquête, elle nous vient comme une possibilité ouverte auprès des services de l'État. Vous posez une excellente question, monsieur le rapporteur, mais vous ne la posez pas au bon interlocuteur. C'est pour ça. Vous pensez que ce n'était pas à vous? En tout cas, à aucun moment, cette question-là... Cette possibilité vous a jamais été remontée par le ministère de la Santé? Et logiquement, puisqu'elle n'appartient même pas au ministère de la Santé. Cette possibilité, le déclassement des eaux? Le déclassement, elle appartient à l'autorité en charge, c'est-à-dire aux ARS et aux préfets. La question qui nous est posée, et le seul rôle de Matignon, qui est un rôle important, c'est de répondre à plusieurs des questions, mais la question centrale, c'est de dire... On a des industriels qui nous demandent d'appliquer une microfiltration inférieure à 0,8. On constate qu'il n'y a pas de normes qui nous interdisent de le faire. On n'est pas sécurisé, on va revenir sans doute sur ce point, oui. On n'est pas sécurisé sur ce qu'il faut faire. Par ailleurs, on n'est pas équitable dans la manière de faire puisqu'on a déjà des arrêtés qui permettent de faire. On voit que dans des pays étrangers, ils le font d'après ce qu'on a revu et confirmé en Espagne. Et donc, il y a une situation de flou. La seule question qui est posée à Matignon, c'est de dire... Est-ce que oui ou non, on peut aller plus bas? La réponse qu'on fait, oui, vous pouvez aller plus bas, sous réserve de respecter la loi par définition, c'est-à-dire que ce soit un traitement mis en place à des fins technologiques, ce que l'industriel affirmera toujours. Ça, c'est la question que vous devez lui poser, puisqu'il a la responsabilité de l'eau qu'il met sur le marché. Et deuxième élément, sous réserve que ça ne modifie pas les qualités microbiques de l'eau. Et ça, effectivement, c'est encore une fois à lui de le faire. Pour autant, nous, on dit... C'est à vous de le garantir. Eh bien, c'est à nous de le garantir. Alors, c'est dans la réglementation. À vous, à nous, l'État, si vous voulez. Voilà, il y a deux éléments pour que les choses soient vraiment claires et qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ce dossier. Le principe même de l'eau, encore une fois, je ne suis pas un expert, vous êtes en train de me faire devenir sur les questions de l'eau, c'est que c'est l'industriel qui est le principe fondamental de la réglementation, c'est l'autocontrôle. Oui, en revanche, avec un contrôle sanitaire, absolument, en deuxième rideau, quand un industriel vient et fraude, et qu'est-ce qu'on décide de faire? De renforcer ces contrôles systématiquement et de ne pas les lâcher. Sur l'amont, sur l'aval, et de renforcer les contrôles. Donc je pense, pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, juste pour terminer, c'est que c'est vraiment très important. Le rôle, la question qui était posée à Matignon était celle-là, pas de dire est-ce que je peux déclasser, est-ce que j'autorise. On en serait bien incapable et ce n'est pas notre rôle. Mais vous avez pris excusez-moi de le reformuler, vous avez pris la question que l'industriel vous posait. Vous ne vous êtes pas, vous, posé la question de la manière dont vous pensiez qu'elle était la meilleure de sortir de cette... Quand je dis vous, je ne vous dis pas vous, monsieur Arcos, je dis vous au ministère de l'Industrie, au ministère de la Santé. On sent que le dossier part sur la demande initiale de Nestlé et notre prononcé par rapport à cette demande. Et j'en viens donc à la fabrication de la décision sur la question de la microfiltration à 0,2. Qu'est-ce que vous avez dans les mains lorsque vous prenez cette décision de février ? Vous avez en effet des cabinets qui s'alignent, ça je ne le savais pas hier, donc j'ai appris que le cabinet santé s'était aligné. Vous avez sans doute reçu, vous aussi, les notes de Jérôme Salomon. Non, vous ne les avez pas reçues, d'accord, elles ont été côté cabinet santé. Monsieur Salomon, jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, je crois la veille, envoie des notes en disant que la Direction générale de la santé est contre ce qui est en train de se préparer, contre cet arbitrage. Et qu'est-ce que vous avez d'autre sur le 0,2 ? Vous avez un avis de l'ANSES qui vient de vous réaffirmer
que la règle pour elle, c'est le 0,8, et vous avez une ARS, l'ARS Grand Est, que vous disiez solliciter des experts, mais solliciter, visiblement, ce n'est pas suivre, parce que vous avez l'ARS Grand Est qui vous dit, à 0,2, ça modifie le microbisme de l'eau. Elle vous l'écrit à vous. Donc en fait, si je résume, dans les mains, vous avez un industriel Nestlé qui vous demande de passer à 0,2, qui fait des menaces sur la question de l'emploi, on le retrouve tracé dans vos échanges, que vous n'évaluez pas d'ailleurs autrement que par ce qui vous est dit par Nestlé lui-même. Et puis en face, vous avez tout le bloc finalement sanitaire, et là encore une fois, c'est pas que pour vous que je le dis, la DG Santé, les ARS, qui vous disent non, il ne faut pas aller là-dedans. Et d'ailleurs, j'ajouterais à ce bloc-là, Danone, si vous voulez, Danone, quand ils viennent ici, contrairement à ce que vous dites qu'il n'y a pas de réglementation, Danone, ils disent, pour nous, de toute éternité, c'était clair que c'était 0,8, on a mis tous nos filtres à 0,8, et d'ailleurs, pour tout le secteur, tout ça est très clair. Donc, visiblement, c'est pas clair pour vous, mais c'est clair pour les acteurs du secteur, un des numéros 1 mondiaux du secteur, et c'est clair pour l'ANSES, qui, vous l'avez dit, est plus experte de l'eau que vous et moi, et c'est clair pour l'ARS, qui se pose la question et qui vous répond à 0,2, on modifie le microbisme de l'eau. Donc ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que vous avez dans le dossier qui vous amène vers le 0,2 à ce moment-là. Voilà, si ce n'est la crainte relayée par Nestlé, jamais expertisée, de la perte d'emploi. Est-ce qu'il y a autre chose que ce que je viens de dire ? Alors, monsieur le rapporteur, plusieurs éléments. Premier élément, je me permets d'insister là-dessus, il n'y a rien qui nous amène au 0,2 puisque nous ne nous prononçons pas sur le 0,2. Vous validez un plan de transformation qui prévoit le 0,2. Non, monsieur le rapporteur. On ne valide pas un plan de transformation. Pour le coup, on a eu le plan, il est écrit dans la note. Mais on ne valide pas, ce n'est pas même pas Matignon qui validerait... Il est écrit, monsieur Arcos, il est écrit qu'il est demandé d'accompagner le plan de transformation de Nestlé Waters. Absolument, le bleu précise, voilà. Puisque je l'ai effectivement sur les yeux. Concernant le site de Vergès, le cabinet de la Première ministre demande à la préfète du Gard et au directeur général de l'ARS Occitanie de prendre en compte l'autorisation de microfiltration, c'est-à-dire la possibilité de descendre à 0,8, ci-dessus, et de définir une démarche d'accompagnement et de contrôle de la qualité de l'eau aux différentes émergences. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur les mots ? Vous validez le fait que, excusez-moi, démarche d'accompagnement et de contrôle qui autorise le moins de 0,8 et dans le plan de transformation, c'est du 0,2. Vous validez le déploiement de ce plan de transformation ? Non, monsieur le rapporteur, ce ne serait pas le rôle de Matignon. Le seul qui peut valider ou pas ou invalider le plan de transformation, c'est le préfet qui engage sa propre responsabilité. Je crois que vous en avez auditionné. Et sur conseil, expertise technique de l'ARS. À aucun moment... Alors vous avez dans votre dossier une expertise technique de l'ARS qui vous dit « ça modifie le microbisme de l'eau ». Alors, qu'est-ce que dit, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'on a sur... Mais ça me paraissait important de dire qu'on n'a pas validé le plan de transformation, ça n'appartenait pas à Matignon. Encore une fois, la question à laquelle on a répondu n'était pas celle-ci. Ceux qui valident ou qui invalident le plan de transformation, ce sont les autorités qui en sont compétentes. On répond à une chose, la seule question qui est posée, c'est de dire est-ce qu'on peut ou pas. Ensuite, quand vous dites l'avis de l'ANSES, tout le monde est clair, tout le monde sait quelle est la réglementation. Non, monsieur le rapporteur, la chose elle n'est pas claire, sinon on n'aurait pas passé des mois à solliciter un certain nombre d'avis. Qu'est-ce que dit l'avis de l'ANSES ? L'avis de l'ANSES, il dit rien d'autre que rappeler l'avis de l'AFSAP en disant que la pratique de la microfiltration, elle peut être autorisée si et seulement si, en dessous de 0,8, si et seulement si, elle fait l'objet d'une demande d'autorisation de la part de l'industriel. C'est bien tout le problème dans l'affaire Nestlé Waters, c'est que d'autorisation préalable, il n'y avait pas eu, les traitements étaient cachés. Donc, première condition, de demander l'autorisation d'utiliser ces filtres. 2, de prouver l'absence de modification microbique de l'eau et de le documenter. Et là, vous avez l'ANSES, je me permets de les citer, janvier 2023, avis de l'ANSES, donc juste avant que vous preniez votre décision en février, je cite, « Une microfiltration à 0,2 microns constitue une action assimilable à une désinfection ». Tout à fait. C'est QFD. Je veux dire, vous avez la réponse à votre question. Vous savez, par Madame Quéré, qui a fait les analyses terrain, et vous savez, par votre agence d'expertise l'ANSES, que ça constitue une désinfection. Et pourtant, vous allez valider dans le bleu le fait qu'on baisse en dessous de 0,8 avec un plan de transformation qui, si vous ne l'avez pas validé, je veux bien être précis, si vous avez décidé de l'accompagner, qui lui va à 0,2 et qui consistera en le déploiement de microfiltration à 0,2.
Donc voilà, c'est juste ce point-là que j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui, à un moment, fait que la décision publique s'oriente dans ce champ-là, que du côté de... J'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup investigué pour voir comment on pouvait faire tomber le 0,8, ou en tout cas si c'était possible, et qu'en revanche, on ne s'est pas posé la question du déclassement, ce que j'évoquais tout à l'heure, qui a aussi été... C'était dans la note de M. Salomon. Enfin voilà, j'aimerais... Bon, après, j'ai entendu votre réponse. Voilà, je pense que... Non, mais bien sûr... Elles sont claires, mais je trouve que vous avez sollicité vos autorités sanitaires. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Vous l'avez fait. Ce boulot, ce travail-là, il a été fait. Ce que je ne comprends pas, c'est au moment de la prise de décision, à quel point ces choses-là sont écartées. Voilà, parce qu'elles sont écartées. Au profit, si je devais résumer, parce que sinon vous me le dites, mais au profit du risque emploi que Nestlé vous avait retracé. Parce que je ne vois pas d'autre raison, sinon de lui faire, de faire cette validation, étant donné ce que vous dites des autorités sanitaires. Enfin, je peux entendre l'arbitrage, mais est-ce que c'est à cette aune-là que l'arbitrage a été fait? Non, enfin en tout cas pour ma part non, puisque je ne suis pas en charge de la politique de l'emploi, même si en tant que conseiller Premier ministre on est en charge, enfin on est responsable de l'ensemble, par définition de l'ensemble de la politique. Dire le contraire ne serait pas exact, en tout cas ne serait pas fidèle à ce que doit être un conseiller de Premier ministre. On n'écarte pas l'avis des autorités sanitaires. Moi, de la manière on le lit peut-être différemment, l'avis de l'ANSES, et y compris l'avis de la DG d'ARS Grand Est, il est de dire que, effectivement, rappeler effectivement la question de la microfiltration, de dire que en dessous de 0,2, effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on modifie, il n'y a pas un problème sanitaire, mais on va modifier la caractéristique de l'eau, la caractéristique microbique, et donc effectivement on va traiter, désinfecter l'eau, pour le dire différemment. Il dit surtout qu'il y a une nécessité, effectivement, en tout cas, pardon, la DG d'ARS nous dit c'est compliqué, j'ai besoin d'un appui scientifique de l'ANSES. Pour analyser. C'est la conclusion de sa note. Elle dit pas, elle n'a pas de certitude de la note de la DG d'ARS, elle dit surtout j'ai besoin d'un appui scientifique et du laboratoire de Nancy et de l'ANSES, avis qui sera sollicité. Et après, pour répondre à votre question qui est là aussi extrêmement importante, c'est qu'est-ce qu'on a dans le dossier au moment de prendre la décision? Ce qu'on a dans le dossier, moi c'est ce que je vous ai évoqué, c'est qu'à la fin les ministères ont travaillé ensemble. La veille, la direction du cabinet du ministre de la Santé me dit, après avoir fait le point avec la DGS et avec la DAJ, voici la position qu'on va prendre. Elle me parle à aucun moment de 0,2. Elle me parle, encore une fois, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut descendre en dessous de 0,8, qui était un avis de 2001, et elle dit, oui, on peut, sous réserve de, toujours les mêmes choses qui sont l'application de la loi, demander une autorisation, vérifier l'absence de modification des caractéristiques de l'eau qui ensuite incombe à l'ARS. Et ensuite, de mettre en place un plan de renforcement des contrôles, ce qu'on va faire pour nous-mêmes s'assurer, en amont et en aval, de la chose. Après, il y a des questions qu'il faudra que vous allez poser sans doute à l'industriel. C'est que l'industriel, tout au long de la procédure, il évoque le fait qu'il utilise ces filtres à des fins technologiques pour éviter la mise en place d'un biofilm qui se mettrait en place. Moi, j'ai aucunement les compétences pour apprécier si c'est le cas ou pas. Ceux qui ont les compétences, c'est effectivement sur le terrain. Nous, on a essayé de leur répondre à la question qui nous était posée, c'est-à-dire de donner une ligne d'action et de mettre le moins de flou possible dans les pratiques qui, encore une fois, l'IGAS l'a rappelé, concernent 30% des industriels. Concernerait plus exactement 30% des industriels. Oui, M. Darcos, vous évoquez les industriels, mais justement, on a auditionné les deux directeurs, l'ancien directeur de Vergès et celui actuel des Vosges. Et tous les deux, je pense qu'ils ont interprété très favorablement votre position du 17 février inférieure, la possibilité d'aller en dessous de 0,8, parce qu'ils nous ont carrément dit que tout leur plan de réorganisation et de restructuration, tous leurs investissements étaient basés sur du 0,2. Et quand on leur a dit « mais le 0,2, c'est pas légal », ils ont eu l'air de dire qu'ils avaient l'autorisation. Et donc pour eux, c'était une évidence que le ministère, enfin l'État, leur avait donné cette possibilité. Et ça, voilà, je pense qu'il y a quand même eu il y a sans doute une ambiguïté et une interprétation vraiment au profit de Nestlé Waters. Pour eux, 0,2, c'était... Et Madame la Présidente, si je peux me permettre, et même les autorités déconcentrées de l'État, lorsqu'on discute avec elles nous disent « bon, bah, il y avait le bleu, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, une fois qu'il y a un bleu ?» Je vous dis vraiment ce qui a été vécu comme tel. Hein. Encore une fois, que les industriels l'interprètent en leur faveur, dont acte, chacun joue évidemment avec les cartes qu'il possède. En tout cas, juste une précision, le bleu n'est pas destiné aux industriels.
Ce n'est pas un document public. Le bleu, il est destiné au cabinet des différents ministères pour fixer une ligne du gouvernement. Et encore une fois, la seule chose qu'il y a dans ce bleu, cette décision, elle a mis du temps à être faite, c'est de dire il y a une possibilité, sous réserve de que ce soit des fins technologiques, de demander l'autorisation et que ça ne modifie pas les caractéristiques microbiques. Ensuite, il appartient à l'industriel, ça c'est vraiment les questions à leur poser à eux, de prouver. Alors après, connaissez-vous disent, nous on a tout basé sur le 0,2, ça c'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité, en tout cas certainement pas du bleu de Matignon, et à aucun moment, d'ailleurs dans les différents échanges, il y a eu cette position. Nous simplement, donc qu'est-ce qu'on a dans le dossier, pour redire, on a un avis totalement convergent des deux ministères, qui encore une fois ont vraiment bien fait leur boulot. On a un avis des autorités scientifiques, on a je dirais une incertitude, et on le voit bien, il y a un besoin de clarification européen. Même l'Europe dit que c'est, si je voulais être précis, c'est en dessous de 0,2 que c'est interdit, puisque c'est assimilé. L'industriel fournit, je crois que vous avez eu ces documents, si vous ne les avez pas eus, ils nous ont donné des notes blanches, dit qu'il fournit des études scientifiques, sur lesquelles ensuite le ministère de la Santé dit bof, leur étude scientifique, en tout cas on n'est pas tenu. L'industriel lui dit, moi, à 0,2, je ne modifie pas les caractéristiques. Et là, on est après dans le jeu normal d'un industriel qui doit montrer qu'il ne modifie pas. Et si, encore une fois, ce n'est pas le cas, bien dans ce cas-là, les autorités compétentes ont tous les outils pour interdire. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui sera fait par la suite, je ne crois pas, je suis même sûr, puisque certaines émergences seront fermées pour prendre en compte ce plan de transformation. Ça, c'est un point qui me paraît important, parce que tout le monde, quand on lit les éléments, on dit ouais, ce bleu il était très favorable. Ce bleu il est favorable, on a un article 40 qui a engagé qu'on est une entreprise, pour être docile à une entreprise, ou en tout cas pour servir des intérêts, il y a mieux qu'engager un article 40. Attendez, l'article 40, l'article 40, il est engagé par une directrice générale d'ARS, totalement en bout de chaîne, 1 an et demi après que l'État central, le ministère de l'Industrie, était informé. Il y a quand même, excusez-moi, et d'ailleurs, même quand on a interrogé les différents acteurs des affaires juridiques, ils nous disent tous, en fait, comment les choses sont arrivées jusque-là, parce qu'à Vergès, il a fallu attendre Foodwatch, janvier 2025, pour que les choses soient instruites. Il y a au départ, au ministère de l'Industrie, quand même une grande question qui se pose. Pourquoi rien n'est fait à ce moment-là? Et finalement, c'est l'État déconcentré qui, quelque part, sauve l'État central dans cette affaire, parce que c'est en bout de chaîne que quelqu'un va se dire, bon, quand même, là, il va falloir faire un article 40, personne n'en a jamais fait nulle part. Excusez-moi, là, pour le coup, je pense que c'est pas plutôt... Il y a des points positifs dans ce dossier, moi, je ne les nie pas, mais là, plutôt, je le mettrais au passif, ce qui s'est passé sur l'article 40, pas à l'actif de l'État dans sa décision. Alors, pardonnez-moi, je ne m'exprimerai pas au-dessus du ministère de l'Industrie, y compris sur des faits, a fortiori sur des faits que j'ai pas eu à connaître du tout, et par ailleurs antérieure à ma prise de fonction. Quand vous dites c'est l'État en bout de chaîne, là je ne suis pas du tout d'accord. C'est l'État en premier lieu. C'est-à-dire que l'article 40, il est dans notre doctrine, en général, dans ce dossier comme dans les autres, c'est que c'est l'acteur qui est au plus près de la constatation. Mais le problème, monsieur Arcos, c'est que les ARS n'ont pas été informés. Vous savez bien que le problème que nous avons dans ce dossier, c'est les différents délais. C'est-à-dire que les ARS n'arrivent dans le dossier en Occitanie qu'en octobre, en avril 2022 pour le Grand Est. Donc vous avez tout un moment où le choix du rapport IGAS a conduit d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on trouve des éléments où, dans la documentation de l'État central, il est dit il ne faut pas qu'on informe tout de suite les ARS parce qu'il vaut mieux garder cette affaire à ce niveau-là. Donc, en fait, elles n'ont pas pu jouer leur rôle au bon moment. Moi, je suis d'accord. Si vous me disiez tout de suite une enquête a été lancée au niveau des ARS, elles ont vu, elles ont pu, mais elles n'ont pas pu jouer leur rôle. Donc là, encore une fois, je maintiens, l'État décentralisé a un peu sauvé l'honneur de l'État central dans cette affaire. Je ne me prononcerai pas sur des faits que je n'ai pas eu à connaître, donc vous me comprendrez, puisque ça ne serait pas honnête de ma part. Je sais en revanche qu'à partir du moment où j'ai eu à connaître, les ARS étaient pleinement à la manœuvre et totalement au rendez-vous qui était le leur, c'est-à-dire de déposer, et à aucun moment je le précise, même si... Pour le Grand Est, je partage votre analyse. Pour le Grand Est, je partage votre analyse sur la diligence et la qualité de ce qui a été fait dans le Grand Est. Je n'aurai pas la même analyse pour l'ARS Occitanie. Peut-être juste pour finir sur un point qui me trouble, et qui, voilà, c'est la manière dont vous dites d'emblée, il n'y a pas de risque sanitaire. Or, d'évidence, le fait que le risque sanitaire, à notre connaissance, ne s'est pas matérialisé. On n'a pas été dans la dernière bouteille d'eau du fin fond de la France, mais à notre connaissance, vous avez raison, il ne s'est pas matérialisé. En revanche, la question de la gestion de ce risque, elle peut être intéressante et elle peut être posée. Ce que nous voyons quand même, c'est que nous avons un industriel qui a des traitements illégaux. Ces traitements illégaux qui sont utilisés pour l'eau du robinet, ils sont utilisés de manière claire, eux-mêmes ne le nieraient pas, l'UV, lampe à charbon, en vue d'une désinfection. Lorsque nous avons auditionné les directeurs d'usines, des différents sites, nous avons appris que des forages avaient été fermés, que donc il y avait un problème sur l'eau qui était captée, et que des forages eux-mêmes étaient défaillants dans la remontée de l'eau, et qui posaient un certain nombre de problèmes. Donc,
le retrait de ces outils pose une question sanitaire. Le rapport EGAS vous dit quoi? Il vous dit à 0,2 microns, il y a un enjeu sur les virus. Il y a un enjeu virologique puisqu'on ne peut pas établir fermement le contrôle virologique. À ce moment-là, l'ARS Grand Est, qui elle, en effet, dès qu'elle en est informée, fait les choses bien, vous l'avez dit, met en place un contrôle virologique renforcé. Mais ce n'est pas le cas en Occitanie. En Occitanie, pendant tout un temps, on en reste à l'autocontrôle d'une entreprise qui a quand même massivement fraudé. Vous évoquiez vous-même l'affaire Buitoni en introduction pour évoquer des sujets que vous avez évoqués avec eux, l'affaire Buitoni, puis cette fraude. Voilà. Donc, sur la maîtrise du risque sanitaire, moi je pense qu'il y a des questions dans ce dossier, qui est comment, à un moment, on a vérifié que il y a l'IGAS qui nous dit 0,2, ça ne va pas. En tout cas, on prend un risque virologique. Et l'arbitrage qui est rendu, il ne dit pas faites un contrôle renforcé sur les virus parce qu'on a un sujet potentiel avec cette nouvelle manière de filtrer. Et puis par ailleurs, pour moi, d'emblée, en fait, le fait qu'on remplace ces filtres illégaux par des filtres et qu'on dit qu'il n'y a pas de sujet de désinfection, ça me trouble profondément. Voilà. Mais ça, j'imagine que ça vous a aussi troublé. Donc voilà, je trouve qu'il y a en tout cas, je ne sais pas si vous partagez cet avis, moi je considère que le risque sanitaire, il n'a pas été géré parfaitement pareil partout sur le territoire, parfois très bien, parfois un peu moins bien parce qu'on en est resté à l'autocontrôle, mais qu'en tout cas, il y avait un enjeu sanitaire dans ce dossier. Est-ce que vous partageriez cette analyse et cette manière de voir ? Alors, monsieur le rapporteur, quelques réactions à la manière dont vous analysez effectivement ce dossier, qui est un enjeu de gestion du risque sanitaire dans le dossier des eaux, incontestablement, et je dirais que le problème est devant nous. Il est devant nous parce que raréfaction de la ressource, impact du changement climatique, je dirais utilisation, enfin prélèvement un peu massif de la ressource, incontestablement tous ces changements, ils impactent aussi notre manière de contrôler, les technologies aussi le nécessitent, et c'est je crois aussi ce qui fonde la position de la France de demander avec insistance à plusieurs reprises à la Commission européenne de se saisir et d'harmoniser les pratiques entre les États, puisqu'on voit bien dans les discussions informelles dont il m'a été fait état entre les États membres que la même problématique se pose aux différents États membres. Donc la question du risque, de la gestion de ce risque sanitaire, elle est tout à fait fondamentale. Ensuite, quand vous évoquez effectivement la manière dont sont pris ces contrôles, la première chose qu'on fait, et je crois que la première chose que font les ARS, à aucun moment, moi j'ai senti de la légèreté dans la position de l'État, de ses représentants sur le territoire. Ils ont toujours eu, je crois, en tout cas moi, dans tous les éléments qui me sont remontés, le souci de la maîtrise du risque sanitaire. Je crois qu'on évoque souvent qu'en Perrier des non-conformités, il y a à peu près 1 million de bouteilles, 900 000 je crois, qui partent à la poubelle, etc. Donc on prouve bien, et ça me paraît vraiment important, y compris pour les gens qui nous écoutent, l'eau est l'aliment le plus contrôlé de France. 99% de taux de conformité. Enfin, je crois que c'est vraiment important à l'heure de la défiance un peu généralisée sur tous les sujets. C'est vraiment important de dire, et je souhaite absolument l'affirmer avec force de ce que j'ai observé des différents postes d'observation que j'ai eu l'honneur d'occuper, il n'y a pas de légèreté sur ces sujets, bien au contraire. En revanche, il y a toujours une interrogation sur la manière de toujours adapter notre maîtrise des risques. Troisième élément, monsieur le rapporteur, quand vous dites sur la question des virus, j'aurais 2 réponses. Premier élément, on a la chance en France d'avoir un système de surveillance qui est extrêmement performant. Quand il y a un problème de virus, on l'a immédiatement. C'était le cas dans la triste affaire Buitoni que vous l'avez évoquée. C'était le cas, je crois également, il y a eu une affaire espagnole en 2016 où il y a eu un problème de virus. Immédiatement, les Espagnols, qui n'ont pas le même système, beaucoup plus décentralisé que le nôtre, l'ont su. Fort heureusement, je dirais, il n'y a pas eu ces difficultés. En revanche, je me permets d'insister un point, c'est quand vous dites vous ne prenez pas cette décision, je vous renvoie au bleu, dans lequel systématiquement il y a 2 choses. Demande à l'ARS de mettre en place, que je retrouve la formule exacte, toutes les mesures nécessaires à la préservation de la qualité de l'eau. Et point 3 du bleu, demande à l'ARS Grand Est de mettre en place une surveillance renforcée, entre parenthèses bactériologique et virologique, fermez la parenthèse, de la qualité de l'eau aux différentes émergences. Donc ce risque, il est systématiquement intégré, en tout cas dans notre décision. Vous avez raison. Ça, je corrige le point parce qu'en effet, c'est plus en amont que la question se pose parce qu'en janvier, février 2023, tout est déjà joué de ce point de vue-là, de la remise en ordre du contrôle. C'est un point important parce que cette affaire, elle nous fait bouger. Elle nous fait bouger au sens où elle l'interroge, à la fois, et le rapport IGAS, il interroge le fait qu'il y ait des contrôles, des fraudes massives, vous l'avez rappelé, 30% quand même du marché. Donc on n'informe pas le consommateur, ce qui pour moi est le problème un peu majeur dans ce dossier. Troisième élément également, c'est que, y compris nos équipes de contrôle,
elles ont du mal à détecter les fraudes. Donc la question effectivement que se pose l'État, à un moment donné, c'est de dire, il y a une pratique, comment est-ce qu'on se met en marche quelque part pour faire en sorte que ces contrôles, ces dysfonctionnements ne perdurent pas. Et donc ça met en évidence le fait d'un besoin de renforcement de l'organisation et de la coordination des services de l'État. Il y a trois ministères, entre guillemets, qui vont intervenir, santé, DGCCRF et puis agriculture. Comment on cumule les forces, comment on est plus malin que l'industriel qui cherche à frauder, et comment à chacun des contrôles on renforce. Donc je crois que ce dossier, comme d'autres, et c'est le but de l'action publique, il évolue. L'État n'est pas borné en disant on a tout bien fait, circuler, il n'y a rien à voir. Certainement pas. Au contraire, on évolue et ce dossier a fait évoluer les pratiques de contrôle. J'ai peut-être une ultime question, mais qui n'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément le premier qui puisse me répondre dessus, mais comme vous étiez au cœur de la machine, c'est important que je puisse vous la poser. Lorsqu'on suit en fait l'analyse et les différents moments, on a quand même l'impression, je vous lis les choses sur le cabinet santé, un mail que vous écrivez le 3 octobre à Victor Blonde. Le cabinet santé pense vraiment que quelque chose n'est pas clair dans l'attitude de l'industriel qui couplait un traitement UV et charbon avec un filtrage à 0,2. Un peu plus tard, de la même manière ou un peu avant, vous dites le ministère de la Santé a changé de pied, ou c'est Victor Blonde qui vous écrit, je ne sais plus qui répond à qui, mais il est clair que pendant longtemps, en tout cas, jusqu'à cette décision, ce que nous avons au dossier, c'est le ministère de la Santé, le CAB Santé, est contre la décision qui va être prise. Il est contre, d'ailleurs, avec le soutien de son administration, ce que je disais tout à l'heure, le directeur général de la Santé, M. Salomon, qui nous disait « bon, ça arrive tous les jours de perdre des arbitrages, cet arbitrage, je l'ai perdu ». Qu'est-ce qui, selon vous, a fait changer de position? Je leur demanderai de vive voix, mais vous avez eu des échanges, travail interministériel de qualité, vous l'avez vous-même souligné. Qu'est-ce qui fait basculer le cabinet santé contre son administration? Alors, encore une fois, ils vous répondront directement, puisque moi, la place qui était la mienne... Oui, bien sûr, bon, autant que je peux l'avoir. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que, en tout cas, dans les éléments qui me remontent, il n'y a pas d'arbitrage contre. Je rappelle encore une fois le message qui m'est adressé la veille de la réunion interministérielle informelle qui donnera lieu au Bleu, le 16 février. Le cabinet commence le mail, vous l'avez, par « Après avoir rebouclé avec la DGS et la DAGE, voici la proposition que nous proposons, autorisation de fait d'aller en dessous de 0,8, etc. » Monsieur Salomon nous dit le contraire. Pour le coup, lui, il est très clair et jusqu'au dernier jour, il envoie des notes. Interrogez les acteurs. Nous, on a, et par définition à Matignon, pas à connaître des notes des directions d'administration centrale, sauf quand elles nous sont remontées. En l'espèce, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, c'est une pratique normale. Matignon ne se substitue pas au cabinet des ministres. Moi, ce que je constate, en fait, c'est qu'effectivement, quand on regarde ce dossier, pourquoi est-ce que le ministère évolue? Il évolue, en fait, comme toute prise de décision, où, au départ, on part d'un sujet qu'on découvre tous, en tout cas tous les interlocuteurs personnels, je dirais, du sujet. L'administration a déjà connaissance de ce sujet, mais les différents interlocuteurs, on découvre. On voit des industriels, je vous l'ai dit, qui sont tout sauf clairs dans la manière dont ils communiquent. Je vous l'ai dit, je les ai vus une fois, effectivement, mettre tout sur l'eau du conseil, enfin de la boîte qui les accompagne en termes de communication. Je n'ai pas trouvé ça très convaincant, très franchement. Et effectivement, quand je discute, moi, toutes les étapes, et vraiment, je souhaite le redire, le cabinet santé a vraiment hyper bien travaillé, c'est-à-dire toujours en transparence, en m'informant systématiquement, y compris plusieurs des notes que vous avez, c'est des notes provisoires. Malgré tout, ils me les envoient en disant voilà où on en est, mais je vais quand même revérifier un point. Enfin, il y a tout un chaînage qui montre qu'à chaque fois, ils vont chercher les avis des différentes autorités sanitaires. Donc moi, je crois qu'à la fin, ce qui construit la décision, c'est que dès lors qu'on répond à la question qui était posée, je pense que si on leur avait demandé de valider, comme vous l'avez évoqué, une position à 0,2, leur réponse, elle était claire, elle était dans la première note. Mais ce n'est pas la position qu'on leur a demandé. On leur a dit, est-ce que face, encore une fois, à cette différence de pratique sur le territoire, face à cette incertitude réglementaire qui est là aussi rappelée, constatée par tous, sinon on n'aurait pas, encore une fois, tous ces débats, est-ce qu'on peut aller un petit peu en dessous? Ils disent oui, sous réserve de. Et là-dessus, effectivement, ils ne disent rien d'autre que rappeler la loi. Alors après, les échanges qu'ils peuvent avoir avec le directeur général de la santé de l'époque, ça, moi, je n'en ai pas été le témoin direct, donc je ne me ferai pas un témoin que je n'ai pas été. Mais en tout cas, à aucun moment, vraiment, j'ai eu le sentiment d'un cabinet qui ignorait ses avis sanitaires. Je vous ai tout à l'heure rappelé, c'est présent dans tous les mails qui ont été portés à votre connaissance. Systématiquement, je pose cette question. Systématiquement. Je demande si l'avis a bien été pris, je demande si l'avis de l'ANSES a été écouté, etc., etc. Je voudrais vous poser une question supplémentaire, Excusez-moi.
puisque donc dans le bleu, il était bien indiqué qu'il fallait arrêter immédiatement les traitements illégaux. Or, le 7 avril, l'ARS d'Occitanie, Didier Jaffre, vous avez écrit en vous disant « Pour Perrier, c'est pas réglé pour la période intermédiaire de travaux et ils doivent donc rentrer dans les clous dès aujourd'hui ». Et de fait, ils ne l'ont pas fait. Hein, ils ont attendu d'avoir fait tous leurs travaux. Comment est-ce que vous avez réagi quand même devant en quelque sorte, ce mépris de Nestlé que vous aviez quand même, par votre décision et votre autorisation d'aller dans dessous de 0,8, quand même bien avantagé, de ne pas faire l'effort d'arrêter les traitements interdits? Question difficile, Madame la Présidente. Je n'ai pas de souvenir précis de ma réaction, si ce n'est effectivement, comme souvent malheureusement, d'avoir affaire à des industriels qui ne respectent pas les obligations qui sont les leurs. Sans foi ni loi, quoi. Non, je dirais pas ça, je laisserai ces propos, mais je dirais malheureusement, à la fois, le but de ce message de M. Jaffre, effectivement, était de me tenir au courant. Je ne l'avais pas sollicité. Il m'écrit spontanément. Je crois, il me transfère de mon souvenir un message, un échange qu'il a avec la direction de cabinet. À la fois, ça me rassure parce que je vois qu'ils sont sur le sujet, sur le coup. Je dirais les DG d'ARS, mais aucun doute les concernant, concernant la grande qualité de nos directeurs généraux d'ARS. En revanche, effectivement, je me dis, on a encore du chemin à faire, mais quelque part, son message me rassure un peu sur le fait que le contrôle est là, que personne n'est dupe et que rien n'est caché. Voilà, c'est pas. Et après, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans l'analyse, puisqu'encore une fois, là, on n'avait plus d'intervention. L'ARS faisait son travail et Nestlé, non, quoi, en clair. Et dernière question, puisque vous avez maintenant le recul sur cette affaire, qui malgré tout a quand même été quelque part un peu un fiasco, même si vous estimez avoir fait tout ce qu'il était de votre devoir de faire. Est-ce que vous pensez, au poste où vous êtes actuellement, que les conditions sont remplies actuellement pour qu'un tel désastre ne se reproduise pas? Et, deuxième partie de la question, quelles seraient vos préconisations pour éviter de retomber dans une situation similaire avec un autre industriel dans le domaine de l'eau ou dans un autre domaine d'ailleurs? Merci Madame la Présidente. Sur ce dossier, je dirais, est-ce qu'on est dans une meilleure position que précédemment aujourd'hui? Je me garderai bien de toute réponse définitive. Il y a beaucoup d'humilité dans la gestion de ces dossiers complexes et des informations dont on a à connaître. Également qui nous sont remontées sur un contrôle qui est encore une fois à la responsabilité des industriels, qui ne partagent pas, avec un renforcement des contrôles. Je dirais que, peut-être pour répondre plus directement à votre question, on a avancé depuis, puisque on a connaissance des pratiques. Rapport IGAS nous a quand même beaucoup aidé. Les différentes inspections qu'on mène et qu'on renforce, je crois que plus de la moitié des entreprises ont été visitées. Il y a vraiment eu un rehaussement du niveau d'exigence compte tenu effectivement d'une rupture de confiance, puisqu'on a des industriels qui nous ont menti délibérément, qui n'ont pas demandé les autorisations qui étaient pourtant requises, inscrites dans la loi. Premier élément, qui font l'objet de poursuites. Donc on a avancé. Deuxième élément, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Je crois que vraiment indiscutablement, on a besoin d'une harmonisation des règles européennes. On voit bien aujourd'hui que les États ne partagent pas leurs pratiques. Tout le monde met un peu le coude sur sa copie en disant moins le petit voisin est au courant de nos pratiques, mieux c'est. Donc il y a vraiment besoin d'une harmonisation européenne. Et je crois également besoin d'une adaptation de notre réglementation au regard des changements climatiques, de changements de la nature de la ressource, qui fait et puis aussi au regard des exigences aujourd'hui de pleine transparence et de qualité, qui fait que ce qu'on pouvait peut-être accepter il y a 15 ans ou 20 ans n'est plus aujourd'hui ce qu'on accepte.
concept, que les techniques de contrôle ont également évolué, et en tout cas qu'il y a vraiment un besoin d'harmonisation. Ça me paraît vraiment indispensable. Et le troisième élément, je dirais, qui me paraît nécessaire, c'est que cette affaire, elle permet aujourd'hui à la Direction générale de la santé, en tout cas, d'avoir une ligne extrêmement claire. Le directeur général actuel vous l'a précisé, je crois, avec beaucoup de conviction et d'argumentation, surtout sur ce sujet. On a un renforcement de contrôle et surtout, dernier élément, là où on sera demain, je crois, encore plus efficace dans la mission de l'État, c'est l'harmonisation et le renforcement de la coordination entre les ministères. Trop souvent, en fait, les industriels, ou en tout cas ceux qui veulent frauder, heureusement tous ne sont pas dans ce cas, eh bien, ils profitent de la désorganisation des contrôles, de la difficulté qu'ont, et également la dilution de l'expertise entre toutes les ARS. C'est quand même des matières, on l'a vu, très techniques, très compliquées. On n'a pas toujours la personne pointue complètement dans chacune des régions, dans chacun des départements, etc. Et ça, les industriels, en tout cas ceux qui ne veulent frauder, eh bien, ils en jouent. Mais par le renforcement de la coordination, c'est là-dessus qu'on travaille encore aujourd'hui, que la Direction générale de la santé et son directeur vous l'a exprimé, on saura sans doute être plus efficace. Encore une fois, cette affaire, elle nous a fait avancer. Monsieur Darcos, pour votre sincérité et puis pour la manière très pédagogique dont vous nous avez présenté ce que vous avez fait durant toute la période où vous avez suivi le dossier. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.